Masechet Baba Batra, Daf Samer Gimel. On va commencer par Samer Bet Hamoud Bet, les 4 dernières lignes de la page. C'est toujours le même sujet, à savoir la vente de champs agricoles. Généralement, on doit délimiter les frontières du champ pour savoir où se situe le champ vendu. Ve'amar Rabba Metzer Ar'a des Minnah. Je vais lire avec la version du Bach. Des Minnah Peliga Palga. Metzer Ar'a des Minnah Pesika Tish'a Kabin. De quoi s'agit-il? Si j'ai une surface suffisante pour pouvoir semer 9 cabines de blé, c'est ce qu'on appelle sadé. Pour que ça puisse porter le nom de sadé, il faut que la surface en question soit au minimum de 9 cabines. Maintenant qu'on a appris qu'un sadé au minimum c'est 9 cabines, on va comprendre. Quand Moshe dit à David, Moshe le vendeur, il dit à David, tu vois le champ que j'ai entre Réhouven, Shimon et Lévi, ce champ-là, je te vends une part. C'est quoi une part? C'est le minimum. Et c'est quoi le minimum? C'est un sadé. C'est quoi un sadé? Une surface qui correspond à 9 kabim de plantation. Récapitulons. Dans quel cas, lorsque Moshe a été chez le notaire et il a dit à David, je te vends dans mon jardin, dans mon champ, je te vends. Dans quel cas il lui vend la moitié et dans quel cas il lui vend que une minorité, le minimum, sadé de 9 cabines. Dans quel cas c'est la moitié et dans quel cas c'est le minimum. Alors tout dépend du langage employé. S'il lui a dit, je te vends dans ce champ-là qui est entre Réhouven, Shimon et Lévi, je te vends une partie du champ que je partage. Que je partage. Quand il dit je partage, ça veut dire qu'ils sont équivalents. Leur droit est égal. S'il est égal, c'est 50-50. Il doit lui donner la moitié du champ. Mais s'il lui dit, de ce champ-là, je te donnerai une part, je te vends une part c'est le minimum. Et si c'est le minimum, c'est 9 cabines, un sadé de 9 cabines. Que ça. Pas la moitié. Que ça. Voilà. Marlé Abaye, vous savez que Abaye était le neveu de Rabba et son élève. Amar le Abaye, Maïsh Nahachi ou Maïsh Nahachi. Quelle différence y a-t-il dans ce cas où il a dit Peliga, où il a dit Pesika? Je dis Peliga, parce que je reprends la correction du Bach, qui a rajouté un Yud. Quelle différence il lui a dit Peliga, je partage, ou bien il lui a dit Pesika, une partie? Normalement, il ne devrait pas y avoir de différence. Pourquoi dans ce cas tu dis il aura la moitié, et dans ce cas tu dis il n'a que 9 cabines? Quelle différence y a-t-il entre ce cas et ce cas? Alors, quand il dit, lorsque Abaye dit quelle différence y a-t-il, ça veut dire qu'il veut qu'il n'y ait pas de différence. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il veut que dans les deux cas, il lui donne la moitié, ou bien il voulait dire que dans les deux cas, il ne lui donnerait que le minimum, à savoir 9 cabines. Qu'est-ce qu'il voulait dire Abaye? Quand il a dit à son oncle, son maître, Rabba, il lui a dit, mais quelle différence qu'ils disent Pesika ou qu'ils disent Peliga? Quand il dit quelle différence, ça veut dire qu'il voudrait que le résultat soit le même. Quel résultat il souhaite? Que dans les deux cas, il donne la moitié, qu'on dise Pesika ou qu'on dise Peliga, il devrait toujours toucher 50%, ou bien il voulait dire que dans les deux cas, il n'aura que le minimum,
un champ de 9 cabines. Alors la Gemara dit comme ça, que déjà, quand la Gemara raconte que quand il a posé la question à Rabba, Rabba n'a pas répondu, ishtik. Et comme on a déjà expliqué plusieurs fois, que quand un Rav ne répond pas, c'est soit qu'il n'a pas de réponse, soit qu'il trouve la question carrément, presque j'allais dire, nulle, alors il répond même pas. Ça vaut même pas la peine de répondre. Tu comprends que c'est pas une question. Tout seul, tu comprends que c'est pas une question. Alors, regardez ça. Savour mina, idi veidi palga. Au début, dans le Beth Midrash, quand on a entendu Abaye poser cette question, on a cru qu'il voulait dire que dans les deux cas, que le bonhomme se soit exprimé en disant Peliga, ou qu'il se soit exprimé en disant Pesika, dans les deux cas, il devrait toucher 50%, la moitié. C'est ça ce qu'Abaye voulait. Mais en réalité, Veloi, non, pas du tout. Abaye, ce qu'il voulait dire, regardez qu'est-ce qu'il voulait dire Abaye. Maishnahachi, voilà qu'est-ce qu'il voulait dire Abaye. C'est très fort. De Amar Rav Yemar bar Shelamia, les Didi me farshali mine de Abaye. Rav Yemar, fils de Shelamia, a raconté qu'un jour il a croisé Abaye. Il lui a dit, qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as posé cette question à Rabba, et que tu lui as dit Maishnahachi ou Maishnahachi, quelle différence qui disent Pesika ou qui disent Peliga, qu'est-ce que tu voulais dire? Alors il a expliqué, voilà ce que je voulais dire. Vous savez qu'Abaye c'est un génie, c'est incroyable, chaque fois que je lis des questions d'Abaye, j'ai des frissons. Abaye c'était le génie. Et je me dis qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné ce génie parce qu'il était orphelin. Les orphelins, il était orphelin de naissance. Il a perdu son père quand sa mère était enceinte, il a perdu sa mère à l'accouchement. D'ailleurs, Abaye, c'est les initiales de Asher Becha Yeruham Yatom. Dieu, tu as pitié des orphelins. Et quand Akadosh Baruch Hu s'appelle le père des orphelins, Avi Yetomim Vedayana Almanot, Elohim Imam Kodsho. Alors ça veut dire quoi? Avoir un père comme Akadosh Baruch Hu, un orphelin, c'est qui son père, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors il lui donne tout. Quand il lui ouvre les portes de la Chokhma, c'est incroyable. Alors Abaye, regardez ce qu'il dit. Ben Metzer Ara de Mina Palga, Ben Metzer Ara de Mina Psika, I amarle Ilen Mitzranaha Palga, Lo amarle Ilen Mitzranaha Tisha Kabin. Ça veut dire, Abaye, lui, il dit qu'il est très facile de déterminer l'intention du vendeur. Est-ce que le vendeur voulait vendre la moitié du champ, ou bien il voulait vendre que le minimum, c'est-à-dire juste une petite surface de 9 tfachim qui s'appelle, de 9 cabines, excusez-moi, de 9 cabines qui s'appelle Sadé. N'est-ce pas? C'est facile de déterminer l'intention. Comment? Ça dépend si, chez le notaire, il a précisé les frontières nord, sud, est. Il lui dit, ici commence le champ, juste au bout de Réhouven. À la limite de Shimon se termine le champ, au sud. Et ici, à l'est, ça s'arrête au niveau de Lévi. Pourquoi il a dit tout ça? Pourquoi il s'est donné la peine de préciser là? C'est qu'il voulait lui donner la moitié. Donc il faut savoir, ça va d'où à où pour savoir quelle est la moitié. Donc il donne des précisions. Car sinon, si c'était juste lui donner une part, alors il n'a pas besoin de lui donner autant de précisions. Où s'arrête ici, où commence là, où s'arrête là. D'accord? Il suffit de donner un seul repère, par exemple. Il lui dit on est voisin de Réhouven, mais c'est où? Ça suffit. Pourquoi tu lui donnes tous ces détails?
Réhouven, Shimon, Lévi, droite, gauche, derrière. Pourquoi tout ça? C'est sûr qu'il veut lui donner la moitié. S'il lui a donné autant de précision, c'est qu'il voulait lui vendre la moitié. Car sinon, s'il n'a pas donné toutes les frontières, il voulait lui donner quoi? Une part. Je te vends une part et il lui donne un seul repère et c'est tout. Peu importe. Une part, c'est combien? 9 cabines. Voilà. Alors regardez comment Abaye, c'est ça ce que pose comme question Abaye. Abaye dit, c'est ça ce qu'il voulait dire Abaye. Je ne comprends pas pourquoi toi, Rabba, tu te focalises sur le langage Pessika ou Peliga. Je partage ou je te donne une part. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est les repères qu'il a donnés. Est-ce qu'il lui a donné 3 repères ou il lui a donné qu'un seul repère? S'il lui a donné 3 repères, ça veut dire qu'il veut lui donner la moitié. S'il lui a donné qu'un seul repère, ça veut dire qu'il veut lui donner qu'une part. C'est ça l'essentiel. Et donc, de ce fait, ça ne change absolument rien qu'ils disent Peliga ou Pessika. Même s'il dit Pessika, je te donne une part, c'est quoi une part? Ça peut être aussi la moitié. La moitié, c'est aussi une part. Ça peut être le minimum, ça peut être le maximum. Donc, voilà ce que voulait dire Abaye quand il a dit Maïshnari ou Maïshnari. Qu'est-ce que ça change Peliga ou Pessika? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que ce qui change, ce qui détermine l'intention du vendeur, c'est la suite. C'est pas le mot Pessika ou le mot Peliga. Le mot je partage ou je te donne une part. Rabba, je répète tout. Rabba a dit que tout dépend du verbe. Est-ce qu'il dit je partage? Est-ce que le vendeur a dit je partage? Dans ce cas-là, il veut dire la moitié. Ou bien est-ce qu'il dit je donne une part? Dans ce cas-là, il donne le minimum. Une part, c'est-à-dire un champ de 9 cabines. Abaye dit ça ne doit pas dépendre de cela. Ça doit dépendre d'autre chose. Ce qui va déterminer son intention, sa volonté. Est-ce qu'il veut vendre la moitié? Ou bien est-ce qu'il veut vendre qu'une petite minorité, le minimum, un champ de 9 cabines, pas plus? Eh bien, c'est les précisions qu'il donne en tant que repère. S'il a délimité toutes les frontières, ça veut dire qu'il veut vraiment donner la moitié. Parce que sinon, pourquoi il se donne la peine de délimiter toutes les frontières? Mais si il n'a pas donné toutes les frontières, il a donné juste un seul repère, ça veut dire qu'il veut donner juste une part. Voilà. Alors je relis ça dans la Gemara. Regardez s'il vous plaît, Daf Samer Gimel. Je relis tout simplement. Damar Yemar bar Shelamia. L'Edidi mefar shalimine de Abaye. Rav Yemar bar Shelamia a raconté, Abaye m'a expliqué son intention. Voilà ce qu'il voulait dire. Ben metzerara de mina palga, ben metzerara de mina psika. Que ce soit palga, que ce soit psika, ça ne change rien. Qu'est-ce qui doit changer? C'est les précisions. I amarle ilen mitzrena palga. S'il lui a dit voici les frontières, alors ça veut dire qu'il voulait lui donner la moitié du champ. Lo amarle ilen mitzrena tisha kabin. Mais s'il ne lui a pas dit voici les 3 frontières, c'est que il voulait lui donner que le minimum, c'est-à-dire tisha kabin. Voilà les amis, on a terminé le premier sujet. On continue. La Gemara maintenant, toujours à propos des ambiguïtés. Lorsque les langages employés lors de la rédaction d'un acte de vente du bien immobilier n'a pas été clair, il est ambigu, le langage, comment l'interpréter? Alors la Gemara commence par nous dire Pshita Amar Yahalok Ploni Ben Chasai Palga. Premièrement, il y a une halakha qui est évidente. Elle ne pose pas de problème. C'est quoi? Si quelqu'un dit, par exemple, un homme qui était mourant,
agonisant. Et il a dit que monsieur un tel partage mes biens. Yahalok peloni benechasai. Ou bien même quelqu'un qui n'est pas mourant, mais qui est en train de faire une donation. Et il dit que cette personne partage mes biens. Alors, dans ce cas-là, ce qui est clair, combien il faut lui donner à ce monsieur? Combien vous dites? Pas le gars, la moitié. C'est clair, c'est évident. La question ne se pose même pas. Ok? C'est pas shoot. Là où il y a maintenant une ambiguïté, c'est au cas où il a dit Tenu helek liploni benechasai maï. Si il a dit donner une part de mes biens à monsieur, ok, il a donné le nom de ce monsieur, on va l'appeler David. Moshe était en train de faire une donation et il dit donner à David une part de mes biens. Dans ce cas-là, c'est quoi une part? C'est la moitié? Non, pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Peut-être oui, peut-être non, peut-être en dessous. Peut-être la moitié, ou peut-être le minimum. Le minimum, c'est la moitié. Combien c'est le minimum? Une prouta. 10 centimes. Donnez une part de mes biens. C'est pas la moitié. Ça peut être la moitié. C'est le maximum. Et pourquoi il ne dit pas directement? Il lui donne la moitié de biens. Ah, s'il avait dit clairement, alors on peut rentrer chez nous. Rabbi Prosper, vous avez facilité la vie. C'est gentil comme tout. Vous êtes adorable. On est en train de parler du cas où le bonhomme n'a pas été aussi clair que vous. Il a été ambigu. Et comment se comporter dans un cas d'ambiguïté? Parce que si il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a même pas de problème, on ne va même pas au Beddin. S'ils ont été au Beddin, c'est parce que l'autre il arrive avec un acte de legs, une donation. Et cette donation, le bonhomme là, comment il s'appelle? Il est plus riche que Elon Aaron. Et il a dit, donnez-lui une part. Alors, l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Une part, la moitié de 300 milliards, donnez-moi 150 milliards. Et qu'est-ce que disent les autres, les héritiers? Ils disent, mais non, on te donne 10 centimes. 10 centimes, c'est aussi une part. Car dans une part, il y a le minimum et il y a le maximum. C'est quoi le maximum? C'est la moitié, puisqu'il a dit une part. Et c'est quoi le minimum? 10 centimes. Prouta. Alors qu'est-ce qu'il faut lui donner à ce monsieur? Helek. Helek, une partie. Alors j'ai mal traduit. Tenu helek. Donner une partie. Une partie, c'est autre chose. C'est pas une part, c'est une partie. Quelle différence entre une part et une partie? Ça c'est féminin. Hein? Non, sans changer. Comme dit, donnez-lui une part de gâteau. Une miette, ça suffit? Pas délimité. Gâteau. Non? Alors helek. Une partie. D'accord. Si ça vous rassure, allez, une partie. Quand vous dites à quelqu'un donnez-lui une part de gâteau, Ouais. une miette? Oui, une miette. Même une miette, je lui ai donné une part du gâteau, il peut rien dire. Il n'a que ses larmes pour pleurer. Oui, mais quand le gars fait 100 milliards de dollars, on ne peut pas lui donner 10 centimes. Pourquoi pas? C'est pas logique. 10 euros. On a dit une partie. Oui, mais quelqu'un qui possède 100 000 hectares Oui. de terrain, Oui. on va lui donner 10 centimes de terrain, c'est pas possible. Alors on a dit que pour les terrains, il doit lui donner le minimum, c'est-à-dire... Mais parce que là-bas, hein, il lui avait dit, je te donnerai un morceau du champ, c'est-à-dire un champ que je te vends, le champ duquel je te donnerai un morceau. C'est-à-dire, voici le champ duquel je te vends une part. Alors, il faut que ça s'appelle sadé. Mais maintenant, si c'est pas au niveau de l'appellation sadé, maintenant c'est une partie de tous ces biens. Alors, c'est quoi une partie? Même une prouta. La Gemara nous dit en fait, je vais vous donner la réponse. Je vais vous donner la réponse d'emblée. Et comme ça, ce ne sera pas compliqué pendant qu'on va étudier. Parce que si je vais au rythme de la Gemara,
on va se perdre. Parce qu'il y a tellement d'arbres qu'on ne voit plus la forêt. Quand c'est trop touffu, on est perdu. Mais alors, je vous donne juste la base, et après ça, on rentre dans le détail. C'est-à-dire, en fait, on va arriver à une conclusion. La conclusion, c'est la chita de Sumchus. Il y a une mahloket entre Sumchus et Hachamim dans Masechet Baba Kama à propos de Shor Shenagah et Apara, שהייתה מעוברת, ונמצאת ולדה בצידה, ואין ידוע אם היא שנגחה ילדה, אם עד שלא נגחה ילדה. סומכוס אומר, משלם חצי נזק לפרה, ורביע נזק לוולד. C'est-à-dire, en général, lorsqu'on a un safek, on ne sait pas si monsieur Réhouven doit de l'argent à Shimon. Est-ce qu'il lui doit ou pas? On a un safek. Le din, d'après Hachamim, Hamotzi me Havero ala Vareaya. Celui qui veut soutirer de l'argent à l'autre, à lui d'apporter une preuve. Mais Sumchus, lui, il dit non. Sumchus dit Mamon Hamutal Besafek Holkin. Quand on a un doute, est-ce qu'il lui doit ou pas? Par exemple, est-ce qu'il lui doit 100 shekels ou il lui doit 0 shekels? Entre 0 et 100, on coupe la poire en deux. Donc il lui donnera que 50. Puisqu'on a un safek, 50, 50. C'est ça un safek. Le doute, c'est 50, 50. Là-bas, la Mishnah, elle parle d'un cas précis. Par exemple, Réhouven était propriétaire d'un taureau, d'un bœuf. Et Shimon était propriétaire d'une vache enceinte. Cette vache enceinte, elle est arrivée à terme. Normalement, elle devait mettre bas un petit veau. Mais voilà qu'est-ce qui s'est passé. Le taureau, le bœuf de Réhouven, a encorné la vache de Shimon. Et on voit 2 morts, 2 cadavres. La vache et le petit veau à côté. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a quelques hypothèses. Regardez, première hypothèse. Quand il a encorné, elle était enceinte. Et comme il lui a donné un coup, il a tué à la fois la vache, et la vache, elle a mis bas, par le coup, elle a mis bas, et donc le veau aussi est mort. Donc tout ce qu'on voit ici, c'est le produit de l'encornement. Quel est le din lorsqu'un shortam a encorné? Combien paye le propriétaire pour le premier encornement, deuxième, troisième? On a un din de shortam, shormoad. Shormoad, il paye plein pot. Mais un shortam, il paye que hatsi nezek. Il paye hatsi nezek. Combien il payera pour la vache? Hatsi nezek. La vache, elle coûte, par exemple, 10 000 shekels. Il payera que 5 000 shekels. Puisque, toujours dans les 3 premiers encornements, on ne paye que la moitié du dégât. Donc 5 000. Le veau, combien il coûtait? Il coûtait 2 000 shekels. Combien c'est la moitié de 2 000? 1 000. Donc combien il devrait payer s'il avait tué? Il paye 1 000. Mais maintenant, on ne sait pas. Est-ce qu'au moment de l'encornement, la vache était enceinte? Peut-être que la vache a mis bas avant l'encornement. Et donc le bœuf, il a tué la vache, la mère, mais il n'a pas tué le petit. Le petit, il est mort tout seul. Il est mort tout seul avec le cordon autour du cou. Enfin, je plaisante. Mais ça veut dire, il est mort tout seul, mort naturelle. C'est pas le bœuf qui l'a tué. Alors Réhouven, le propriétaire du bœuf, il dit, mais peut-être que mon bœuf l'a pas tué. Et l'autre, Shimon, il dit, peut-être que c'est ton bœuf qui l'a tué. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un doute? Normalement, il aurait dû payer 1000 shekels si c'était sûr. Et il paye 0 shekel si c'est sûr qu'il ne l'a pas tué. Mais entre 0 et 1000, puisqu'on a un doute, est-ce qu'il doit 0 ou il doit 1000? Combien il paye? D'après Sumchus, on coupe le poire en deux. Il paye 500. Ce qu'on appelle Reviar Nezek. Le veau, il coûte 2000.
il payera 500. Très bien, les amis. Ok? Ça, c'est l'enseignement de Sumchus, qui a dit que quand on a un doute, on coupe la poire en deux. Maintenant, les amis, qu'est-ce que ce monsieur-là a dit avant de mourir? Il a fait un testament. Il a dit, donnez à monsieur une part de mes biens, une partie de mes biens. Une partie, c'est combien? Ça peut être la moitié. C'est le maximum qu'on puisse lui donner. C'est une partie, c'est la moitié. Et on peut lui donner le minimum. Combien c'est le minimum? Une prouta, 10 centimes. Même si ce monsieur est milliardaire, tu lui donnes une partie, c'est une prouta. Bien voilà. Imaginons que ce monsieur avait par exemple un fils, avait des héritiers. Les héritiers disent à cet étranger, « Eh oh, pars de là, toi !» Il leur dit, « Testament, votre père m'a donné une part, donnez-moi la moitié. » Ils ont dit, non, il n'a pas écrit qu'il partage, que tu partages. Il a écrit que tu as une part. Une part, tiens 10 centimes et prends un Kleenex avec pour pleurer. C'est tout. Nahon, ça c'est le Safek. Qu'est-ce que voulait dire le bonhomme quand il a dit une part? C'est quoi une part? C'est le minimum ou c'est le maximum? D'après Sumchus, les amis, donnez-moi s'il vous plaît. C'est la moitié de ce qu'il vient de dire. Bravo. D'après Sumchus, c'est la moitié. Ouais, on va dire. C'est un quart. D'après Sumchus, c'est un quart. Qui est-ce qui peut me dire pourquoi, d'après Sumchus, c'est un quart des biens de ce monsieur? Le Safek qui n'est pas sur la totalité. Jamais on s'est posé la question est-ce qu'on allait tout lui donner? Non, car il a écrit qu'une part. Donc, de toutes les façons, on n'allait pas lui donner la totalité. Au mieux, on allait lui donner la moitié. Donc maintenant, la moitié, c'est le maximum qu'on puisse lui donner. Mais combien c'est le minimum? Une prouta. Alors maintenant, on va prendre comme ça les amis, regardez, entre 0 et 50%. D'accord? Combien je dois lui donner? 25%. 25%. D'après Sumchus qui a dit qu'on coupe toujours la poire en deux quand on a un doute, alors entre 0 et 50%, je lui donnerai 25%. Ce monsieur, les héritiers, ils doivent lui donner 25%. Et un peu plus. Pourquoi un peu plus que 25%? Bravo! La prouta, c'est sûr qu'il fallait lui donner. Car la prouta, c'est le minimum. Donc ça, c'est sûr qu'on lui donne. Le safek qu'il est entre prouta et... Plus une prouta. Hein? 25% plus la prouta. Bravo! 25% de ce qui reste, plus la prouta. Parce que là où il y a le doute, c'est ça qu'on coupe qu'on divise en deux. La partie où il n'y a pas de doute, on lui donne. Alors maintenant, on lui donne, donc on va dire comme ça, 25% pour arrondir. On ne va pas parler de la prouta, c'est des poussières. D'accord? 25% et des poussières. La Gemara, elle aurait pu dire les choses simplement comme moi je vous les ai dites. Nachon, mais la Gemara a préféré citer une baraïta pour l'application de cette règle. Mais la baraïta, elle parle d'un cas précis. Elle ne parle pas de quelqu'un qui a donné tous ses biens en donation, qui a donné la moitié de ses biens en donation ou une part de ses biens en donation. La baraïta va parler de quelqu'un qui a fait un testament ou une donation par rapport à quelque chose de précis. C'est quoi quelque chose de précis? Un bord, un puits d'eau. Vous savez qu'à l'époque, les puits d'eau, c'était une denrée rare et très précieuse. Nous, aujourd'hui, on ne sait pas apprécier c'est quoi un puits d'eau, une fontaine, une source. Pour nous, c'est de la blague, parce qu'on ne se sert plus de cela. Aujourd'hui, Baruch Hashem, chacun il a un robinet dans chaque coin de la maison. Tu as de l'eau quand tu veux et partout. D'accord? Mettez-vous dans le contexte de l'époque. Qu'est-ce que c'était un puits? Maintenant, le bonhomme a fait une donation. Il a dit, je voudrais donner à David, je voudrais lui donner une part
de l'eau de mon puits. Et là, il dit comme ça, une part de l'eau de mon puits. Ou il dit une part de l'eau de mon puits pour son tonneau, ou bien pour sa jarre, ou bien pour sa marmite, ou bien pour sa cruche. Rabotaï, on a à chaque fois un doute. Déjà, il faut savoir que l'eau du puits pouvait servir à plusieurs choses. Primo, arroser les champs. Si c'est de l'eau du puits pour arroser les champs, c'est beaucoup d'eau. Ensuite, en dessous, ça pouvait servir pour abreuver les troupeaux. C'est beaucoup d'eau, mais moins que pour arroser les champs. Ou bien ça pouvait servir pour la marmite. C'est de l'eau pour la marmite, il faut beaucoup d'eau. Tu remplis la marmite, tu mets des boulettes. Tu remplis la marmite, tu mets de la viande, tu mets des pommes de terre. Eh bien, c'est quand même de l'eau importante. Moins que ça, c'est de l'eau pour boire. On ne boit pas autant que ce qu'on met dans la marmite. D'accord ? Parce qu'il y a la soupe et ainsi de suite pour les bébés, tout ça. Donc dans la marmite, il y a plus que dans la cruche. On va parler maintenant, à chaque fois, de la moitié de la quantité en question. Quand il dit, donnez-lui du bord pour les champs, du bord pour les tonneaux, ça veut dire pour abreuver les troupeaux, du bord la kedera, du bord les tafiyah. Alors à chaque fois, ça va être la moitié de la quantité où on a un doute. Combien il voulait donner? Alors lisons. Je relis la question d'Agmara. Pshita amar yahalok ploni bin chasai palga. Au cas où le bonhomme a dit, partagez avec monsieur, partagez mes biens avec David. Alors s'il a dit yahalok peloni bin chasai, David va partager mes biens. Combien il faut lui donner? Palga. Il n'y a pas de safek. Quand est-ce qu'il y a un safek? S'il dit Tenu helek li ploni bin chasai. Donnez une part, une partie de mes biens à monsieur. Maï, combien faut-il lui donner? Est-ce qu'on lui donne la moitié ou bien on lui donne une prouta? Amar Ravina bar Kisi. Ravina bar Kisi nous cite une braïta. Ta'ashema, viens écoute, mon cher monsieur. Detania, haomer tenu helek li ploni babor. Sumchus omer en pachot meravia. La havit en pachot misheminit. La kedera en pachot miyudbet. Le tafiyah en pachot mishisha asar. Alors voilà. Maintenant, en fait, je vais reprendre. Si quelqu'un a fait une donation et il a dit donnez une part de mon puits à monsieur, à David. Tenu helek li ploni babor. Sumchus omer en pachot meravia. Sumchus dit pas moins qu'un quart. Un quart du bord. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Parce qu'il a dit un helek, donc il a dit si ça allie déjà. Parce que la moitié de la moitié. Le deuxième helek, La moitié de la moitié, on parle sur la moitié. On parle de la du moitié helek. si c'est un helek, et la moitié de la moitié donc. Tenou helek. Quoi, alors vous voulez lui donner trois quarts? Non, tenou helek c'est minimum la moitié. Maximum la moitié, je veux dire, pardon. Helek, c'est minimum. Alors maintenant, combien on va lui donner à ce monsieur? Une part de la moitié. Moitié de la moitié. Une part de la moitié, c'est un quart. Alors, pas comme vous avez dit au début, vous avez dit déjà on lui donne la moitié, après vous avez rajouté un quart. Non. Très bien, c'est clair. On lui donne un quart, au minimum. D'accord? Pourquoi on lui donne au minimum un quart? Pourquoi? D'ailleurs même, on lui donne un quart et des poussières. D'accord? Parce que pour le minimum dont on n'avait pas de safek, ça ne rentre pas dans le safek. Ça, c'est acquis. Très bien. Alors, regardez.
En pachot miravia. Mais je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi il aura au moins un quart. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Ouais. C'est le minimum qu'il faut savoir pour Oui, mais pourquoi? Parce qu'à cause du bœuf, à cause de la vache, avec Oui, d'accord, mais je voudrais qu'on m'explique pourquoi on lui donne un quart. C'est quoi cette histoire du quart, là? Juste rappelez-moi la raison d'après son Crous. Est-ce que vous pouvez me rappeler la formule de son Crous? Non, il y a une formule. Bravo. Mammon, Hamutal, Besafek, Holkin. Quand on a un doute, on coupe la poire en deux. Yahaloku. Alors maintenant, le bonhomme, qu'est-ce qu'il a dit? Donner une part de mon puits à David. Alors déjà, il faut savoir, ce que Rashbam nous explique, que donner une part de mon puits, à quoi cela servirait à David? Quand on dit le puits, c'est pour irriguer le champ. Car du puits, on arrosait les champs. Alors déjà ici, on vise l'utilisation optimale, à savoir arroser les champs. Donc déjà, il s'agit de cela. Quand on dit, si par exemple il avait dit, donnez-lui de quoi arroser le champ, alors on lui aurait donné tout le puits, n'est-ce pas? Donnez-lui le puits. C'est maintenant s'il dit, je partage, alors on donne la moitié. Mais maintenant qu'il a dit, donnez-lui une part pour arroser les champs, c'est quoi le safek? C'est quoi le safek? Est-ce qu'on doit lui donner la moitié ou on doit lui donner le minimum de minimum? Une goutte. Nahon, une part, même une goutte. Prends un verre d'eau, ça suffit. Nahon. Nahon. On a dit une part. Une part, ça peut être la moitié. Ça peut être le minimum du minimum du minimum. Une goutte d'eau. Alors, entre les deux, entre une demi et une goutte, qu'est-ce que je fais? Yahaloku. Et c'est combien la moitié d'une demi? C'est 25%. Donc on lui donne au minimum ravia. Et pourquoi on appelle ça au minimum ravia? Pourquoi on ne dit pas tout simplement ravia? Parce qu'il y a un peu plus que ravia. Il y a la poussière. C'est ravia et des poussières. C'est-à-dire la goutte d'eau en question, là-dessus, il n'y avait pas de safek. Ça, c'est sûr qu'on lui doit. Le safek, il est par rapport à la moitié. Donc, minimum ravia. Donc, on lui donne ravia et la goutte d'eau. Maintenant, on continue. Les havit, c'est quoi les havit pour un tonneau? Rashbam dit, c'est pour abreuver. Qu'est-ce qu'on fait avec un seau? On puise et on abreuve les animaux. Très très bien. Alors là, Hachamim disent que quand on prend du bord pour le troupeau, normalement, si par exemple quelqu'un venait chez le propriétaire du bord, il dit voilà, je te paye pour abreuver mon troupeau. Combien il lui doit? Vous savez combien il lui doit? Il lui doit un quart du bord. Ça, c'était l'évaluation à l'époque, quand quelqu'un disait « Vends-moi de ton puits pour abreuver mon troupeau ». Combien il devait lui donner? Un quart du bord. Oui, mais ça, c'est quand il achète. Oui. D'accord. Mais quand il fait un don, c'est pas ça. Alors là, maintenant, il fait une donation et on ne sait pas c'est quoi la donation. Ah, oui, c'est ça. Est-ce que c'est... Quel est le safek? Eh ben maintenant, est-ce que c'est un quart ou la moitié? Bravo. Est-ce que c'est un quart ou une goutte? Est-ce que c'est un quart ou une goutte? La moitié du... Très très bien. Donc maintenant, c'est quoi la moitié d'un quart? C'est un huitième. Voilà pourquoi la Soumchrous va dire En pachot misheminit, pas moins d'un huitième. Très très bien. Maintenant, la kedera. Si quelqu'un, par exemple, allait chez un propriétaire du puits, il lui dit, monsieur, je voudrais te payer pour que tu me vendes pour la marmite, parce que j'ai une fête familiale, j'ai la bar mitzvah de mon fils, les fiançailles de ma fille, et donc j'ai besoin de beaucoup d'eau. Alors maintenant, tu me vends combien il doit lui donner? Hein? S'il a acheté, il devrait prendre que le quart, mais il prend le moitié du quart. C'est ça, vous voulez dire? Le même principe, quoi. Non. Alors, l'évaluation à l'époque, c'était un sixième du bord. On prend la quantité du bord, on divise par 6. Et il doit lui donner un sixième. Ça, c'est le nécessaire pour la cuisine,
pour les marmites, c'est-à-dire pour la cuisine. 1/6 du bord. Quand il achète. Quand il achète. Alors maintenant, quand il dit, donnez-lui pour la Kédéra, donnez-lui du bord pour la Kédéra, combien il faut lui donner? C'est un 12e. Bravo, 1/12. Pourquoi 1/12? Parce qu'on ne sait pas si c'est une goutte ou bien 1/6. Entre les deux, 1/6 divisé par 2, c'est 1/12. Bravo. Enfin, dernier cas, les tafiyah. C'est quoi tafiyah? Une cruche pour boire. En pahot mishisha asar. On lui donne pas moins de 1/16. Si quelqu'un, par exemple, venait chez le propriétaire du bord, lui dit, vends-moi de l'eau de ton puits pour boire. C'est pas juste boire une fois, pour boire avec toute sa famille, et ainsi de suite. Combien il lui doit? Il lui doit 1/8 du bord. Tu prends la quantité du bord, tu divises par 8, 1/8 il lui doit. C'est ça ce qu'il lui a vendu. Maintenant, quand il a fait une donation, il dit, donnez-lui une part du bord pour boire. L'étafiyah, pour la cruche. On a un safek entre quoi et quoi? Entre une goutte et 1/8. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a un safek? La moitié d'1/8, c'est 1/16. En pahot mishisha asar. Quand c'est pour tafiyah, pour boire, pas moins de 1/16. Voilà les amis. Et maintenant, on a terminé la braïta, on continue. Toujours à propos des ambiguïtés. Tanour Abanan, Ben Levi, chez Machar Sadeh l'Israël ve'amarlo, Almenat, chez Maaser Rishon Sheli, Maaser Rishon Shelo, Ve'im Amarlo, Ve'im Amar, Li ulbanai, Met iten lebanav, Ve'im Amarlo, Kol zman sha'asadeh zu biyadcha, Mechara ve'chazar ulkaha, en lo alav klum. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'elle nous enseigne la Baraïta? Elle nous enseigne une halakha très claire, très simple. Imaginons que monsieur Lévi, pourquoi on l'appelle Lévi? C'est pas un prénom. C'est pas un prénom. Non, les Lévi, la famille, Du Shevet Lévi. Le Shevet Lévi est habilité à recevoir quoi comme prélèvement de la production agricole? Bravo. Non, je me trompe, c'est pas ça. Vous avez dit une erreur, aussi une erreur. Il reçoit que Maaser Rishon. Stop. Vous avez dit Maaser Sheni. Maaser Sheni, mais c'est pas bon Maaser Sheni. Ah, qu'est-ce qu'on fait avec Maaser Sheni, Rabbi Matok? On prend ses fruits à Jérusalem parce que ça incarne une dimension sacrée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on fait avec le Maaser Rishon? On le donne au Lévi, Maaser Sheni Yerushalayim. Et Maaser Mina Maaser, c'est la terouma que donne le Lévi au Kohen. Alors maintenant, on va se focaliser que sur le Maaser Rishon. Lorsque le Lévi a vendu un terrain à monsieur Israël, et il lui pose une condition, il lui dit en fait, je voudrais que le Maaser Rishon me revienne, dans le sens où tu ne donneras pas le Maaser Rishon à un autre Lévi qu'à moi. Alors, en effet, il est tout à fait en droit légitime d'exiger cela. Maintenant, s'il lui dit à moi et à mes enfants, li ulbanai, imaginons que M. Lévi est décédé, est-ce qu'il devra donner aux enfants? Oui. Maintenant, imaginons s'il lui a précisé en disant tu me donneras le Maaser Rishon tant que le champ est chez toi. Imaginons maintenant que ce champ a été vendu. D'accord? Le monsieur Israël a vendu ce champ à monsieur Yehuda. Et après, il a racheté de monsieur Yehuda. Est-ce qu'il doit lui reverser? Est-ce qu'il doit lui reverser le Maaser Rishon? C'est plus entre ses mains, donc il ne reverse rien. Mais il a racheté.
transfère. Répétons. Allez. Monsieur Israël a vendu le champ à Monsieur Yehuda. Oui. Est-ce qu'il lui doit quelque chose maintenant? Non. Maintenant, il a racheté de Monsieur Yehuda. Il lui avait dit, tant que le champ est entre tes mains, tu me dois le maaser. Oui. Je crois que quand on est pas Si vraiment, c'est entre tes mains, Mais maintenant, il a racheté. Donc, c'est entre ses mains. donc il lui entre ses mains. Israël a vendu à Yehuda et ensuite, il a racheté de Yehuda. Est-ce qu'il doit reverser à Lévi le maaser Rishon? il est passé quand même dans un. Oui, oui, parce que je dis Il est entre passé tes de mains. l'autre côté. Alors, La propriété a changé. alors, Donc dans ce cas-là, même s'il va racheter, il n'a pas. bravo. Étant donné que il a vendu à Yehuda, ça y est. Maintenant, il a Là s'arrête la condition en question, elle a expiré. Maintenant, quand il rachète, Il rachète de bravo, Lévi qui l'achète. bravo. Il n'a pas racheté de Lévi, il a racheté de Yehuda, donc il a racheté le droit de Yehuda. Et Yehuda n'avait aucune obligation, aucune servitude à l'égard de Lévi. Et bien maintenant, les droits de Monsieur Israël proviennent de Yehuda et pas de Lévi, donc il ne doit plus rien à Lévi. Fin de citation de Baraïda. Alors, maintenant, la Gemara juste explique pourquoi Amay en adam makne davar sheloba la olam. La Gemara pose une question et elle dit, je ne comprends pas comment se fait-il que le maaser Rishon revient à Lévi. Reprenons les cas de la Braïta. Qu'est-ce qui peut me rappeler les trois cas de la Braïta? Monsieur Lévi a vendu à Monsieur Israël le champ, il lui dit quoi? À condition que tu me donnes le maaser Rishon. Premier cas. Deuxième cas, à condition que tu me donnes à moi et à mes enfants. Troisième cas, à condition que tu me donnes à moi ou à mes enfants, mais uniquement tant que le carcar est entre tes mains. Maintenant, s'il a vendu et qu'il a racheté, il ne lui doit plus. Quel est le din dans les deux premiers cas? S'il lui dit à condition que tu me donnes, eh bien il doit lui donner. Quel est le din à condition que tu donnes à moi et à mes enfants, même si lui, le Lévi, est mort, il doit à ses enfants. C'est ce qu'on avait vu. Oui. C'est clair, oui ou non? Oui. Non, c'est ce qui est écrit. Non, parce que qui me dit que ses enfants vont rester en vie? Répétons. Ben Lévi, Shemachar, Sadeh, le Israël, Ve'amarlo, Almenat, Shemaaser Rishon, Sheli, Maaser Rishon, Shelo. S'il lui a dit, je te vends le champ, mais à condition que Maaser Rishon est pour moi, eh bien Maaser Rishon, il lui revient. S'il lui a dit, Imamarlo, li ou le banaï, s'il lui a dit à moi et à mes enfants, ça veut dire quoi? Afilou met, iten les banav. Même s'il est mort, il doit à ses enfants. Troisième cas. V'imamarlo, kolzman, chassadez ou biatra, mechara vechazar ou l'kaha, en lo alav, kloum. Et s'il lui a dit, tu me dois le maaser tant que le champ est chez toi, s'il a vendu et racheté, il lui doit rien. La question de la Gemara, elle est sur les deux premiers cas. Quand il lui a dit, monsieur, je te vends à condition que tu me vendes, à condition que tu me reverses le maaser Rishon. Ce que tu dois au Lévi, ne va pas chercher un autre Lévi, c'est à moi. Ou bien, tu me dois à moi et à mes enfants. Tu ne vas pas chercher un autre Lévi. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit dans ce cas-là? Maaser Rishon Shelo. D'accord? Shelo Ulbanav. La Gemara pose une question, il dit, mais comment? Il peut faire une chose pareille, mais ça s'appelle Davar Shelo Bala Olam. Pourquoi? Parce qu'au moment où il lui a vendu le champ il était vide. Quand est-ce qu'il va y avoir de la production agricole? Une fois qu'il va labourer, il va semer, et que ça va pousser, il va récolter. Maintenant, on aura des fruits. Mais au moment où il lui a vendu, il n'y avait pas encore ces fruits. Alors comment il peut, à ce moment-là, acquérir des fruits qui ne sont pas encore dans le monde? Quelqu'un qui achète un arbre, il n'a pas encore les fruits. Exactement. Oui, mais on a une présomption que ça va. Pas du tout. Ah bon? Ça, c'est un arbre. Un arbre, on a une présomption qui va donner ses fruits parce que l'arbre est là et l'arbre, il pousse. Il fait pousser ses fruits. Mais la terre, elle est vide, il n'y a rien du tout si tu n'as pas semé. Ah, ben oui, s'il n'a pas semé. T'as pas labouré, t'as pas semé, il n'y a rien. Alors, c'est quelque chose chez l'Obala Olam. La question de la Gemara est claire. Comment se fait-il qu'il puisse
lui imposer de lui donner le maaser. Mais en adam makne davar shelo bala olam. Les fruits n'ont même pas poussé. Les fruits n'ont même pas encore été semés au moment de la vente. Il lui a vendu un terrain vierge, un champ où il n'y avait rien du tout. Il faut le labourer, le semer, récolter. Alors comment est-ce qu'il peut lui imposer de lui donner le maaser des fruits alors que c'est un adam makne davar shelo bala olam? C'était la condition de la vente. Mais c'est pas une vente. C'est pas une vente. Je pense une chose. Très bonne question de Rabbi Nissim. Alors, je m'attendais à ce que quelqu'un la pose. Vous l'avez posée. Très bonne question. Il dit que, j'explique votre question. Quand est-ce qu'on dit qu'un homme ne peut pas vendre quelque chose qui n'existe pas encore dans le monde? C'est lorsque c'est l'objet lui-même qu'on veut donner ou vendre. On ne peut pas aujourd'hui réaliser une transaction par rapport à un objet qui n'existe pas. Or ici, la transaction, elle n'est pas par rapport aux fruits. La transaction, elle est par rapport au champ. Il lui vend un sadé. Ça, c'est l'objet vendu. Et il lui dit, à condition que, lorsqu'il y aura un maaser, eh bien, tu me le reverseras. Donc, c'est juste une condition. Une condition, on peut la poser même par rapport à un élément qui n'existe pas encore. Alors pourquoi est-ce que la Gemara pose une telle question? Ça paraît totalement déplacé. Ça n'a rien à voir. Quel rapport ici? En adam akne davar sheloba laolam. Alors la réponse que donnent les Rishonim à ce propos, par rapport à cette question, c'est très subtil. Très subtil. Les Mefarshim expliquent comme ça. C'est que, en fait, c'est les Rishonim, Tosfot, Ramban, tout ça, c'est très, très subtil. Ils disent que là, ce n'est pas une simple condition. Parce que si c'était une condition, alors en effet, ça remet en cause la vente, comme dans toute condition. Je te vends à condition de, tu remplis pas la condition, il n'y a pas de vente. Or ici, on voit que la mechira, dans tous les cas de figure, elle est valable. Simplement, c'est qu'il a un devoir de lui donner le maaser. Et aussi, nous voyons qu'il lui a pas dit Almenat sheti tenli maaser rishon. Il lui a pas dit à condition que tu me donnes. Le langage de la Braïta, c'est dit Almenat she maaser rishon sheli. C'est-à-dire, la condition, c'est qu'il est déjà à moi. C'est pas toi qui me donnes, c'est à moi. Alors, quel est le sens? Le sens de ce almenat ici, c'est pas à condition que toi tu fasses une action de me donner le maaser rishon. C'est que d'emblée, le maaser rishon, il m'appartiendra. Comment il m'appartiendra? Ça veut dire que je t'ai vendu, mais pas tout. Je t'ai tout vendu, sauf le maaser rishon que je me réserve. En quelque sorte, comme s'il se vendait à lui-même. Alors là, la Gemara pose la question, mais comment il peut se vendre à lui-même le maaser rishon qui n'existe pas? Il n'y a même pas les fruits dans le monde. Il faut labourer, semer, récolter, et ensuite... Dans ce cas-là, tous les cas de figure, quand on fait le maaser, on ne sait pas si on va pas voir. Oui, mais c'est ça le... Ouais, c'est pour ça que j'ai dit que c'est très fin, très subtil. Alors, et d'ailleurs, maintenant, vous allez comprendre beaucoup mieux la suite de la Gemara. Regardez qu'est-ce que dit la Gemara. Kevan de amarle almenat she maaser rishon sheli shayure shayre le makom maaser. C'est la Gemara elle-même qui dit ça. C'est que le bonhomme, il a fait ce qu'on appelle un shiur bamecher. C'est quoi shiur? Un reste. Shiraim. Un reste. Ça veut dire qu'il n'a pas tout vendu. Il a vendu 99% et il s'est réservé 1%. Alors là aussi, il lui a tout vendu sauf la partie du terrain qui correspond au maaser rishon qui lui revient. Donc il s'est réservé le maaser rishon. Shireh les makom maaser rishon. Ok? C'est la réponse. Ça, c'est dans le monde. Qu'est-ce qui n'est pas dans le monde? Les fruits. Mais le sadé lui-même, le champ, il est dans le monde.
là où les fruits du maaser vont pousser, c'est un makom. Alors il s'est réservé le makom où vont pousser les fruits du maaser rishon. Vous entendez? Alors c'est la réponse à la question. C'était quoi la question? Exactement. Excellent. Il lui a pas vendu. Ça veut dire que shiuré shairé. Et donc il n'y a plus de question. La question c'était s'il lui a vendu et après ça il rachète pour lui-même, il se revend à lui-même. Un adam akne davar shelo bala olam. La réponse c'est pas qu'il se revend à lui-même. La réponse c'est qu'il lui a jamais vendu. Et s'il lui a jamais vendu, ça veut dire quoi? Il lui a jamais vendu le makom qui correspond aux fruits du maaser rishon, là où poussent les fruits du maaser rishon. C'est très très complexe, c'est très subtil. Alors je vous dis la vérité, ça, on aurait pu rester ici à patiner pendant un bon moment. Mais là, je voudrais arriver à la fin, à la conclusion d'Agmara. Amar Rish Lakish, Zot Omeret, Hamocher Bait Lahavero ve'amar lo, al menat shediota ha'elyona sheli, diota ha'elyona shelo. Rish Lakish dit qu'on pourrait déduire de cette baraïta qui nous a enseigné l'histoire du maaser, comme quoi quelqu'un qui vend à condition de quelque chose, eh bien, c'est comme si il s'est réservé la chose. C'est comme s'il n'a jamais vendu cette partie. Alors, si c'est comme ça, on peut déduire, regardez bien comment c'est beau, Hamocher bait la havero, ve'amarlo, almenat shediota ha'elyona sheli, diota ha'elyona shelo. Les maïl cheta, Rav Zevid Amar, sheim ratza leotzi bazizin motzi, Rav Papa Amar, sheim ratza livnot aliyah al gaba bonnet. C'est-à-dire, juste 2 secondes. Rabota, écoutez quelque chose de très fort. Vous savez que quelqu'un qui vend un appartement, quelqu'un qui vend une maison où il y a un toit, le toit n'est pas vendu. S'il veut acheter le toit, il faut qu'il paye spécialement pour le toit. Tout dépend de la hauteur du toit. Le toit, la terrasse au-dessus, elle reste au vendeur. Il lui a dit, je t'ai vendu la maison, je t'ai pas vendu le toit qui est au-dessus de la maison. Alors à Botaï, maintenant, imaginons que le vendeur dise à l'acheteur, je te vends à condition que le diota ha'elyona, c'est-à-dire au-dessus du toit, c'est à moi. T'as pas besoin de le dire. Il va sans dire. Pourquoi le dire? C'est qu'en fait, c'est comme s'il voulait lui dire, je me réserve un droit supplémentaire que j'aurais pu perdre en te vendant la maison, mais maintenant que je te dis que je te vends la maison, mais je te vends pas le toit de la maison, c'est-à-dire au-dessus, la terrasse qui est au-dessus, alors que je n'avais même pas besoin de te le dire, puisque ça va sans dire, on va l'apprendre, que celui qui vend une maison, il n'a pas vendu le toit. On l'a déjà vu une fois, mais on va le voir après, la Mishnah, la terrasse qui est au-dessus. Rabotaï, pourquoi donc il a dit ça? Je te vends, mais pas la terrasse. T'as pas besoin de le dire, tout le monde le sait. C'est qu'en fait, il voulait se rajouter encore un droit supplémentaire. Alors lequel? Puisque Rish Lakish dit, Zot Omeret, de notre braïta qu'on vient d'apprendre maintenant, on peut déduire que celui qui vend à son ami une maison, à Mocher Bait la Havero, ve Amarlo, à Almenat, chez Diota Ha'elyona Sheli, que le niveau supérieur, c'est-à-dire la terrasse du toit, est à moi, Diota Ha'elyona Shelo, oui en effet, ce sera à lui. Boker Tov, il n'a pas besoin de le dire pour que ce soit à lui, c'est évident. Écoutez Rabotai, les Maïl Cheta, quelle est l'incidence à la rik? Je tourne la page. Mahloket, entre Rav Zevid et Rav Papa. Rav Zevid Amar, Shem Ratzal aussi Bazizin Motzi. Rav Papa Amar,
Sheim ratza livnot ali al gabah boneh. C'est-à-dire, écoutez frères et amis, déjà, il faut savoir qu'il a maintenant un droit supplémentaire qu'il s'est réservé. C'est pas qu'il lui demande, s'il te plaît, rends-moi service. Je t'ai jamais vendu ce droit. Je me suis réservé. Lequel? Écoutez Rabotai. Il lui a vendu une maison avec un hatser. Est-ce qu'on a le droit, en général, de voisins? Est-ce que Réhouven et Shimon, Réhouven a une maison dont la façade arrière donne sur le hatser de Shimon. Est-ce que Réhouven a le droit de faire sortir des zizines, des poutres et toutes sortes de choses pour les utiliser? Tout dépend de la grandeur du zizine. Tout dépend de la grandeur. Mais si c'est des grands zizines, quel est le dé? Pourquoi il n'a pas le droit? Parce que Hezek riyash me'ezek, le regard de l'autre, quand il va venir se servir des zizines, ça va le gêner, à Shimon. Donc Shimon peut empêcher Réhouven de faire sortir des zizines. En l'occurrence, Réhouven a vendu à Shimon la maison avec le hatser. Il lui a dit mais pas le toit. Pourquoi il lui a dit mais pas le toit? Mais de toute façon le toit il n'est pas vendu. C'est de facto. Pourquoi il a besoin de préciser? C'est pour lui dire je me réserve un droit que je n'avais pas. Lequel? Les otsi zizines. De faire sortir des zizines là-haut du toit, de faire sortir ces zizines, même si ça te dérange dans la cour, je me réserve ce droit. Je me réserve ce droit. Mais pas du tout, pas les zizines. Hezekreia. Bon, ça c'est qui a dit ça? Rav Zévid. Rav Papa dit autre chose. Il s'est donné le droit de construire un étage au-dessus. Rabotaille. Comme en Israël. Je vous pose la question. Il avait besoin de le préciser? Bravo. Comme on a dit que quelqu'un qui vend une maison, il ne vend pas le toit, ça veut dire qu'il a le droit de construire au-dessus. Donc de toutes les façons, de facto, il a ce droit. Pourquoi il a précisé? Alors il nous dit pour construire là-haut. Mais c'est d'office. Zizine, c'est Rav Zévid, mais Rav Papa, écoutez quelque chose de très beau. Si jamais la maison s'est écroulée et que Shimon, l'acheteur, a reconstruit sa maison, est-ce que l'autre, il récupère son droit du toit? Il n'a pas le droit de reconstruire au-dessus. Ce n'est que de cette maison-là, quand il lui a vendu, écoutez bien Rabotaille, écoutez ça Rabotaille, quand il lui a vendu, alors en effet le toit de cette maison, il lui a pas vendu. Mais maintenant que c'est une autre maison, c'est pas la même, alors ce toit-là, il n'appartient plus. C'est une nouvelle maison construite par Shimon. Mais si il lui a dit Almenat, chez Diota Eliona Sheli, à condition que Diota Eliona est à moi, il n'avait pas besoin de le dire. Pourquoi il a dit? Il va sans dire pourquoi il a dit. C'est pour lui dire que même si jamais la maison s'écroule et est reconstruite, c'est pour moi, c'est-à-dire je récupère mon droit de reconstruire un étage là-haut. Hein? Attendez. Je crois que vous auriez dû danser en écoutant ça et vous poser des questions. Dansez d'abord. Mais là, c'est quelque chose d'extraordinaire. La maison s'est écroulée. Normalement, il aurait dû perdre son droit de reconstruction. Et quand il lui dit « Almenat », que Diota Eliona Sheli, pourquoi il lui a dit, puisque de toutes les façons, de facto, c'est à lui, c'est que dans le cas où ça s'écroule, que je puisse reconstruire un étage au-dessus, au cas où ça s'écroule. Rabotaille, c'est tellement beau, on aurait dû danser. Mais maintenant, juste, la Gemara pose une question là-dessus. Elle dit, Rav Zévid, qui a dit que c'est pour lui donner le droit des zizines, ça se comprend. Zot omeret. Mais ce qu'a dit Rav Papa, je ne comprends pas. Maïzot omeret. Quel est le sens de la question? Rashbam, c'est du miel, Rashbam. Vous savez pourquoi Rashbam c'est du miel? Parce qu'il est très long. Rashbam, il n'est pas concis. Rashbam, il est détaillé. Ça veut dire même si vous avez une tête bouchée, vous lisez Rashbam, il vous ouvre l'éventail de la science. Et
il vous explique, il vous prend par la main et il vous accompagne, pas à pas. C'est extraordinaire le Rashbam. Regardez comment il nous explique la question de la Gemara, sinon on n'aurait jamais rien compris. Franchement, j'aurais pu relire 1 milliard de fois cette phrase, j'aurais rien compris. Heureusement que Rashbam est là. Il dit comme ça, il dit Maï zot omeret, quand tu dis zot omeret, de cette baraïta je déduis une halakha. D'après Rav Zévid, oui, je déduis une halakha par rapport aux zizines. Mais d'après Rav Papa, de reconstruire là-haut, je n'ai pas besoin de cette baraïta, car je peux le déduire de la Mishnah. Par exemple, il y a plein de Mishnayot qui vont dans ce sens, nous dit Rashbam. Entre autres, par exemple, Rabbi Akiva dit quelqu'un qui a vendu un jardin où il y avait un puits, ou une maison où il y avait un puits, dans le Hatzer par exemple. Il lui a vendu, Réhouven a vendu à Shimon tout ça, eh bien le bord n'est pas vendu. Le bord n'est pas vendu. Mais sauf s'il lui a dit clairement, je te vends aussi le bord, ou bien il lui a payé pour le bord. Mais ok, tu dis le bord à qui il reste? Au vendeur. Qu'est-ce qu'il fait le vendeur avec un bord qui est inaccessible? Il lui a tout vendu, mais le bord il est au milieu. Quoi? Il prend un hélicoptère avec un parachute. Comment il fait? Bravo, Hazak. Il lui paye le droit de passage. C'est-à-dire, Be'ain Tova. Maintenant, écoutez bien. S'il lui dit, je te vends tout, mais je ne te vends pas le bord. Est-ce qu'il avait besoin de le dire? Mais non, il n'a pas besoin de dire. Il va sans dire. Alors pourquoi il a dit? Puisqu'on a dit que quelqu'un qui vend la maison avec le Ratzer, il n'a pas vendu le bord. Parce que c'est un tachmish à part. Alors pourquoi il lui a dit, je te vends tout sauf le bord? C'est pour lui faire allusion. J'ai un droit de passage. En disant, je te vends tout sauf le bord, c'est pas pour rien. Un homme ne parle pas pour ne rien dire. S'il lui a dit, je te vends tout sauf le bord, alors que c'était inutile de le dire, c'est pour lui dire, je me réserve le droit de passage. Alors ça veut dire qu'un homme, quand il dit quelque chose qui est inutile, c'est pour ajouter quelque chose. Alors pourquoi Rav Papa dit Zot Omeret, comme quoi on l'a déduit de cette baraïta? Mais non, on peut déjà le déduire des Mishnayot. T'as pas besoin de déduire de la baraïta quand tu peux déjà déduire de la Mishnah. Maï Zot Omeret. Kashia. La Gemara dit, en effet, cette question reste sans réponse. Bruchim Tiyou.